love arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je suis très content parce qu'on va parler d'un cinéaste français pour qui j'ai beaucoup de sensibilité. Mais en même temps, j'ai l'impression que ce cinéaste-là, peut-être que je me trompe, en tout cas, mon invité va certainement me contredire ou pas, je sais pas, on va voir. J'ai l'impression que ce cinéaste-là, depuis quelque temps, là, il faut peut-être un peu... faut se débrouiller, faut vraiment revenir sur sa filmographie. J'ai l'impression qu'il commence un peu à perdre de quelque chose. On m'en parle, c'est Louis Malle. Et Louis Malle, c'est un cinéaste français important, cinéaste mondial aussi important. Et pourquoi Louis Malle? Parce qu'il y a ce livre imposant, impressionnant et vital qui s'appelle Louis Malle dans tous ses états. Nous allons revenir sur le sous-titre et vous comprendrez pourquoi. C'est un ouvrage collectif, c'est édité chez les Impressions Nouvelles. D'ailleurs, je remercie Témézé Noté pour l'aide apportée à la conception de l'émission. Dans le descriptif de la vidéo, il y a un lien qui renvoie à la page dédiée au livre, si vous voulez vous le procurer. Et la personne qui s'est occupé de la direction, en tout cas, de cet ouvrage, c'est Philippe Met. Et je suis très content, il a accepté d'en venir. En plus, le livre est sorti le 7 avril dernier. Donc, voilà, il est là et je suis très content. Comment allez-vous? Très bien, et encore une fois, merci. Je suis très content d'être là aussi. Merci de votre invitation. Alors, Philippe Met, vous êtes professeur de littérature française et en études cinématographiques à l'université de Pennsylvanie aux États-Unis. D'ailleurs, vous êtes en direct des États-Unis et vous êtes rédacteur en chef aussi de la revue French Forum. Et vous avez écrit, je le note, et c'est intéressant parce que c'est Ponge et le cinéma chez Nouvelles Éditions Place. On avait déjà interviewé certains de vos confrères et consoeurs qui avaient participé à cette collection, mais il y en aura d'autres. Donc, je suis très content que vous soyez là. Alors, ce que je disais au début sur Louis Malle, est-ce que c'est une légende urbaine? Est-ce que j'exagère ou est-ce que c'est bien la réalité? Non, en tout cas, c'est en bonne partie, me semble-t-il, vrai. Et ça a été un peu finalement la motivation initiale pour faire ce livre, c'est-à-dire à la fois un cinéaste qui est bien sûr très connu du grand public, dont les films repassent régulièrement, je crois. Je ne vis plus en France au quotidien, mais qui repassent régulièrement à la télévision, etc., en France. Peut-être, puisqu'on en reparlera, il a eu une carrière en partie transatlantique. Hein, il a aussi fait des films aux États-Unis. Alors peut-être qu'aux États-Unis, par contre, là, maintenant, il est quand même, hélas, trop négligé et un petit peu oublié, ou en tout cas, je pense, moi, par exemple, quand j'enseigne des cours de cinéma dans mon université, ici aux États-Unis, à l'université de Pennsylvanie, c'est vrai que les étudiants, les étudiantes ne sont pas forcément familiers et familières de ce cinéaste-là. Donc, mais ce qui moi, m'a intéressé en tant qu'universitaire et spécialiste de cinéma, c'est le fait que à la fois, on a un cinéaste qui est donc, encore une fois, qui est un nom connu, bien sûr, du grand public français, dont un certain nombre de films, donc encore une fois, notamment Revoir les enfants, enfin, il y a un certain nombre de classiques, je crois, qui repassent assez souvent, qu'une grande partie sans doute du public français a vu. Et en même temps, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est cette espèce de désert, enfin désert, j'exagère un petit peu, mais enfin en tout cas, si on le compare à d'autres cinéastes de sa génération, et je pense évidemment en particulier aux jeunes Turcs, enfin aux vieux jeunes Turcs, anciens jeunes Turcs de la nouvelle vague, là vraiment il y a une disproportion dans les études critiques. C'est-à-dire que Louis Malle est quand même très négligé par la critique. Et notamment, alors il y a un certain nombre d'articles, bien sûr, au cours des années qui ont été publiés, bien sûr, mais en termes de livres qui considèrent l'empan, enfin l'ensemble de sa carrière, il y a très peu de choses. Donc ça a été l'une des motivations premières pour moi pour m'intéresser de près, sérieusement, de manière universitaire, mais dans, j'espère, une langue assez lisible par un large public, mais comme on dirait maintenant en français, je crois, revisiter, disons, l'œuvre cinématographique de Louis Malle. Et mais ça, on peut peut-être en reparler aussi, je suis toujours un peu prudent avec ces termes, mais peut-être disons, de réhabiliter, si vous voulez, l'œuvre de Louis Malle et la remettre un petit peu au rang et au niveau où elle me semble devoir être, cette œuvre-là, et je crois qu'elle n'est peut-être pas.
dans les études critiques, dans le panorama des études universitaires, cinéphiliques, etc., sur Louis Malle, peut-être pas à la hauteur où elle doit être. Voilà. Mais comment vous pouvez l'expliquer ça? J'insiste beaucoup sur cette question parce que quand on connaît un petit peu l'histoire du cinéma français, surtout des années 50, voire des années 60, je veux dire, Louis Malle, c'est quelqu'un, enfin, quand on voit Ascenseur pour les chefs-eaux, Les Amants, par exemple, voilà, on est dans la configuration filmique, et j'entends bien de cinéma et non pas de la critique, mais de fabricants de films, d'images, de la nouvelle vague. Je veux dire, même Truffaut dit du bien de ce film, de ces films. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens aussi effectivement d'attaques, je me souviens non, parce que j'étais pas né à l'époque, mais en tout cas, j'ai lu des d'articles extrêmement négatifs, assez véhéments, surtout contre Lacombe-Lucien, par exemple, Serge Danet, Les Cahiers, tout ça. Mais qu'est-ce qui a fait que, alors que Louis Malle n'était pas forcément un cinéaste qui faisait partie de cette qualité française, peut-être, je pense, et qu'est-ce qui fait que c'est un cinéaste qui a été bizarrement comme ça négligé, et surtout par la critique? Je comprends pas. Oui, eh bien, alors c'est une très bonne question, c'est peut-être même la question, et comme c'est la question, ben c'est un petit peu compliqué d'y répondre, il y a plusieurs niveaux de réponse, et il y a plusieurs explications possibles. La première, sans doute, et la principale, c'est précisément que, justement, comme vous citiez, vous mentionniez il y a un instant Ascenseur pour l'échafaud, non seulement c'est dans la configuration, comme vous le disiez, dans le paysage de la nouvelle vague de l'époque, à la fin des années 50, mais c'est même, on pourrait presque dire, un film précurseur de la nouvelle vague. C'est-à-dire que, alors on dit parfois, c'est plutôt Agnès Varda qui est la première à vraiment faire des films de la nouvelle vague, avant l'annus mirabilis de 1959, voilà, avec la sortie À bout de souffle, du Régiment d'un amour, etc. Donc 57 pour l'Ascenseur pour l'échafaud, donc c'est avant finalement que la nouvelle vague explose sur les écrans avec Godard, Truffaut et tous les autres. Donc il est à l'avant-garde de tout cela. Et en même temps, il n'a jamais voulu s'inscrire. C'est un électron libre, Louis Malle. Et donc c'est sans doute ce qu'on lui a reproché, c'est-à-dire que, alors c'est à la fois un électron libre, c'est quelqu'un qui, je crois que ça c'est important pour bien comprendre le cinéma de Louis Malle, c'est quelqu'un qui ne veut jamais refaire deux fois le même film. Alors on a pu dire aussi, ce qui est en partie vrai, il ne faut pas systématiser tout ça, mais que ça va même parfois plus loin que ça. Parfois, même, on peut presque dire qu'il fait un film contre le précédent. Hein, que le film suivant. Mais ça, c'est souvent ce qu'on entend chez les cinéastes, de toujours faire des films contre le précédent. Sauf que finalement, c'est pas souvent vrai. Oui. à mon sens. C'est-à-dire que c'est pas si souvent. C'est-à-dire que si vous regardez, on n'a peut-être pas le temps là aujourd'hui de regarder tout ça dans le détail. J'espère que le livre, c'est un peu l'idée, explore tout ça dans le détail. Et vraiment, si on regarde l'ensemble de la filmographie, peut-être qu'un certain nombre de personnes, et quand je dis personnes, y compris des cinéphiles, des spécialistes de cinéma, ont du mal à rétablir une cohérence, une continuité dans cette œuvre. Et, bon, j'ai cité dans le livre quelque part, dans ses notes, Louis Malle écrit que finalement, il n'y a pas de continuité ou que la seule continuité dans son œuvre, c'est lui-même, finalement. Mais si vous voulez, quand on passe, voilà, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut à la fois faire les deux faces de la même pièce, c'est-à-dire par exemple Lacombe-Lucien, qui a été un film très controversé, qui effectivement a un peu fait l'unanimité contre lui, et puis, mais qui est à la fois, mais qui est un film finalement, contrairement à ce qu'on a pu dire, courageux et lucide sur le mythe de la résistance en France, etc., etc. Bon, et puis il va faire aussi Revoir les enfants, qui est le grand film, le film qui a le plus grand succès commercial de sa carrière, qui est un film donc qu'on peut considérer grand public, assez classique dans sa forme, et qui est plutôt une version, comment dirais-je, je ne veux pas dire une version apaisée, puisque c'est un film très poignant, bien sûr, sur l'occupation, sur les enfants juifs, etc., etc. Mais voilà, là, donc on a à la fois le film qui fait presque l'unanimité contre lui, c'est-à-dire Lacombe-Lucien, et son contraire, c'est-à-dire que plus tard, alors qu'il voulait faire en premier Au revoir les enfants, pour tout un tas de raisons, ce qui arrive très souvent dans la carrière d'un cinéaste, il a dû reporter ce film-là,
aussi pour des questions personnelles, pour des raisons personnelles, c'était sans doute difficile pour lui de faire ce film qui était très ancré dans sa chair, dans sa mémoire d'enfant. Mais voilà, donc on a par exemple voilà, l'endroit et l'envers finalement d'une même situation historique, etc., etc. On a une œuvre où parfois on lui a reproché de faire des films assez classiques. Quel exemple on pourrait prendre, je ne sais pas, Le Souffle au cœur dans sa forme, etc., etc. Et en même temps, Ouais, mais il fait Zazie dans le métro, qui est un film complètement expérimental, ou exactement. Black Moon, qui est un film qui est peut-être l'un des rares films. Alors, ça, mais les personnes intéressées pourront lire le chapitre qui porte sur ce film. Enfin, il porte sur deux films, notamment sur celui-là, euh, qui est peut-être l'un des rares films vraiment surréalistes, peut-être. Hein. Voilà, donc il y a à la fois Black Moon, qui est un film très surréaliste, et c'est les deux films qui sont étudiés par Ian Fleischman, qui est un de mes collègues ici au département, qui regarde à la fois Zazie et Black Moon. Voilà. Hein. Zazie étant plutôt un film expérimental, mais qui s'inspire de l'Oulipo, hein, c'est d'après un roman de Raymond Queneau, donc c'est-à-dire plutôt, n'est-ce pas, d'un point de vue littéraire, en tout cas au départ, qui travaille plutôt sur la formule, sur les formules, sur les contraintes formelles, etc., etc. Et puis au contraire, Black Moon, qui paraît un film complètement échevelé, qui est une sorte de où l'inconscient voilà, surgit, etc., etc. Vous voyez, donc bon, je prends que quelques exemples, mais on pourrait les multiplier presque à l'envi. Des films comme on n'en ferait plus du tout aujourd'hui. Ah oui, pense... La Petite, par exemple, La Petite, Alors, ou Le Souffle au cœur. exactement, pour différentes Voilà. raisons. Voilà, pour des questions comment dirais-je, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, de sujets tabous, de faits de société. Donc, bien sûr, aujourd'hui, alors bien entendu, a fortiori aujourd'hui, après le mouvement MeToo, etc. Bon, bien sûr qu'on ne peut plus du tout aborder. Au passage, je mentionne que ce sont des films que je ne pourrais pas enseigner, moi. On ne peut plus enseigner ces films-là aux États-Unis, par exemple. Hein. La Petite. La Petite, vous pourrez. Voilà, La Petite, je pense que c'est pas Impossible. possible. Impossible. Ah ouais, c'est impossible. Ouais, bien sûr. Donc, on a à la fois des films comme ça qu'on ne pourrait plus tourner aujourd'hui pour des raisons, comment dirais-je, enfin même pas thématiques, pour la question du sujet, du matériau, que ça soit la pédophilie, l'inceste avec Le Souffle au cœur, la prostitution enfantine. Le feu follet, le feu follet peut-être avec le suicide. Est-ce que Alors, le c'est. suicide, ça, je l'ai enseigné il y a quelques années à mes étudiants qui, là, la résistance, c'était plutôt que c'était pour eux un film complètement dépressif, déprimant, et Le donc mal c'était du siècle. trop difficile à regarder. Mais je pensais plutôt, vous voyez, sur les questions aussi de forme, un film comme, alors, le titre anglais, My Dinner with André, mon dîner avec André, ou le dernier, finalement, donc il y a une contribution aussi de mon ami Sébastien Rongier, qui fait une contribution sur est-ce que Vania 42nd Street, hein, donc la 42e rue à New York, est-ce que c'est un film testament, etc. Bon, ça c'est la question qu'aborde Sébastien, mais voyez, là aussi, ce sont des films qui sont des gageurs, c'est ce que recherche toujours aussi un petit peu Louis Malle, je crois, c'est-à-dire ne pas se contenter de faire le film attendu, contrairement à ce que certains disent. C'est pas du tout un cinéaste classique, pas du tout. Parfois, de manière déceptive, de manière trompeuse dans la forme, parfois, mais au contraire, c'est quelqu'un qui recherche le défi. C'est-à-dire que voilà, Mon dîner avec André, c'est un film, mais quel cinéaste aujourd'hui donc c'est un film qu'admire beaucoup Wes Anderson. C'est un film, curieusement, là aussi, c'est ça qui est intéressant du point de vue de l'histoire, de la réception des films. C'est un film qui a eu son heure de gloire sur les campus américains. Alors que, par exemple, c'est un film que je ne pourrais pas enseigner, je crois, que je n'oserais pas enseigner à mes étudiants, parce que je pense qu'ils vont considérer que c'est un film irregardable. Pourquoi? Parce que c'est un film, c'est-à-dire que c'est le film qu'on ne peut pas faire normalement. Le film infilmable, le film non, comment dirais-je, qui est tout sauf du cinéma, c'est-à-dire deux amis qui sont en train de manger et qui discutent autour d'une table d'un restaurant. Vous voyez, je veux dire, c'est-à-dire que donc c'est un non-sujet, c'est impossible à filmer. Comment est-ce qu'au bout d'un moment il y a des miroirs, enfin bon, tout ça est très compliqué. Donc
toujours avec Louis Malle, c'est pas tellement le défi technique en soi, mais c'est un peu le défi, le mélange de tout cela. C'est-à-dire, c'est à la fois technique, stylistique, formel, thématique. Voilà. Quand vous dites, vous avez dit beaucoup de choses, donc passionnantes, mais passionnantes. Par exemple, ce qui est très intriguant, c'est que quand vous citez oh là là, Lacombe Lucien et ensuite Oui. vous parlez de revoir les enfants, si je Oui. me trompe pas, c'est Lacombe Lucien qui va précipiter le départ de Louis Malle pour les États-Unis, si je me trompe pas. C'est un peu cela. En bonne partie, oui. En bonne partie. Oui. Et Au revoir les enfants, c'est bien le film du retour de Louis Malle en France. Oui, d'une certaine manière. Alors, effectivement, on peut cadrer les choses de cette manière-là. Comme toujours, c'est plus compliqué que cela. C'est-à-dire que, Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. c'est-à-dire que Louis Malle a depuis longtemps cette appétence, cette envie, alors qu'il y a à la fois une envie qu'on connaît bien chez beaucoup de cinéastes français, c'est-à-dire de réussir aussi à Hollywood. Et bien sûr, souvent, ce sont des histoires qui se finissent mal, des histoires d'amour ou d'amour-haine presque entre le cinéma français et le cinéma américain. Ça, c'est quelque chose que j'enseigne beaucoup, bien sûr, ici à mes étudiants, qui est une question, elle aussi, compliquée. Mais donc, on connaît ça. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des histoires qui sont à la fois éphémères et qui finissent mal, de cinéastes français qui essaient d'aller à Hollywood et puis qui se heurtent à tout ce qu'on connaît. Il n'y a pas le director's cut. Enfin bon, ce sont des manières de travailler tout à fait différentes. Les preview screenings, enfin, toutes ces choses-là qui sont totalement étrangères et totalement, pardon, qui sont totalement, comment dirais-je, un peu, oui, enfin hétérodoxes d'un point de vue français. Bon. Ensuite, il y a une autre catégorie de personnes. Alors, on peut penser, je ne sais pas, à Maurice Tourneur, à Jean Renoir, etc., et beaucoup d'autres, de cinéastes qui, pour des raisons personnelles, qui, pour des circonstances historiques, dans le cas de Renoir, etc., vont s'installer et vont faire une carrière. Alors, c'est pareil, n'est-ce pas? En France, on a tendance à dire oh, bah, les films qu'a fait Jean Renoir aux États-Unis, ça vaut rien par rapport au reste de l'œuvre, etc. Est-ce que c'est si sûr que ça? Bon, il faudrait là aussi peut-être sans doute revoir, réexaminer tout ça de plus près. Oui. Mais en tout cas, oui, voilà. je pense. Mais en tout cas, pour ce qui concerne Louis Malle, c'est encore une autre situation pour Louis Malle. C'est-à-dire que, et là j'essaie de revenir un petit peu à votre question initiale, c'est-à-dire que je pense qu'il faut le dire quand même, on a fait payer assez cher quand même à Louis Malle le fait que c'était un jeune garçon gâté par la vie. Qu'il venait d'une famille très très aisée, de la très grande bourgeoisie, voilà, les sucres béguins, etc., etc. Et que ça, bon, je ne veux pas revenir là-dessus, pour des raisons historiques, culturelles, tout ça est souvent mal vu en France, voilà. Et en plus, c'est assez injuste et cruel parce que finalement, alors c'était à la fois pour des raisons sociales et politiques. On a aussi considéré que voilà, que forcément Louis Malle était plutôt un jeune garçon à droite, etc. Quand on regarde, alors il y a une contribution de Michel Simon dans le livre qui est très intéressante, justement, qui porte plutôt sur Louis Malle et ses écrivains. C'est-à-dire que Louis Malle vient de cette génération-là où, évidemment, Louis Malle est d'abord un enfant, adolescent, un très grand lecteur, dévore tous les grands classiques, au passage français et non français. Il y a aussi dans le livre, j'ai absolument voulu mettre un inédit qui est un scénario. Il y a eu plusieurs moutures d'un film que voulait absolument faire Louis Malle, qui était adapté Victoire, un roman qui n'est pas parmi les romans les plus connus d'ailleurs, de Joseph Conrad, n'est-ce pas? C'est parce qu'il y a une grande fascination, justement aussi, de Louis Malle, très tôt pour les grands auteurs américains, etc. Bien. Mais quand on regarde, Michel Simon rappelle à juste titre qu'après tout, Rohmer, quand il est jeune, je ne veux pas être polémique, mais c'est simplement rappeler des faits, est plutôt royaliste. Truffaut est très à droite politiquement, quand il est un jeune homme, n'est-ce pas? Godard, au départ, n'est pas exactement un gauchiste, etc. etc. Oui, donc on a et avec Rivette qui était à gauche, qui était plutôt à gauche. Rivette, bien sûr, bon, etc. etc. Bon, bref, enfin voilà, donc ça aussi. Ah, mais Rohmer, c'est pire même. Rohmer, si on va commencer à faire des. Bon, il n'y a pas de souci parce que j'avais fait une émission sur Rohmer, sur ses écrits. Il y a certains textes de Rohmer, c'est la correctionnelle. Hein, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ça n'enlève rien à notre admiration par ailleurs. Exactement.
envers tous ces cinéastes-là. Mais voilà, et de toute façon, encore une fois, Mal a voulu tout de suite. Mal, et justement, et en général, effectivement, il y a un prix à payer pour tous ces artistes-là qui ne veulent pas se laisser enfermer dans un cadre. Donc Louis Malle a été à la fois un précurseur de la nouvelle vague avec Ascenseur pour l'échafaud, fait peut-être ce qu'on peut considérer, sauf qu'on ne le considère plus tellement, mais comme un film emblématique de la nouvelle vague. Moi je dirais quand même Le Feu Follet. Voilà. Et d'ailleurs encore une fois, après on arrête la polémique, mais c'est assez pour moi symptomatique. Même les cinéphiles, les spécialistes de cinéma qui ne sont pas des amateurs de Louis Malle, tous disent « Ah, mais on retient comme un film, c'est Le Feu Follet ». Mais justement, parce que celui-là, il entre dans le cadre de la nouvelle vague et il s'y retrouve, ces gens qui sont plutôt contre Louis Malle. Voilà. Mais donc Louis Malle, très tôt, va quitter la nouvelle vague. C'est quelqu'un qui est, donc, pour revenir sur la question des États-Unis, etc., donc évidemment, oui, c'est un jeune homme qui est privilégié par la vie très tôt, mais il ne va pas utiliser l'argent de papa et maman pour produire ses premiers films, finalement, alors qu'après tout, encore une fois, mais on va arrêter les polémiques. Truffaut, quand même, c'est l'argent du beau papa pour les débuts, etc., etc. Bon, donc, c'est comme ça. C'est tout à fait. Chabrol, c'est son héritage. Voilà, exactement. Donc, c'est comme ça. Bon. Mais comme Louis Malle était issu de la très grande bourgeoisie, on lui a un peu fait payer ça, alors que non, c'est un faux procès, ou c'est injuste, ou c'est malentendu parfois. Non, non, pas du tout. Il va utiliser, bien sûr il vient d'un milieu aisé, mais il va tout de suite être dans un milieu cosmopolite aussi. Donc il est très tôt finalement attiré par les États-Unis, et c'est compliqué. Oui, il a à la fois voulu connaître le grand succès aux États-Unis, c'est normal, mais même aux États-Unis, c'est pas tellement Hollywood. Il est à New York. Et ça aussi, c'est très symptomatique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, surtout à son époque, il y a vraiment ces deux pôles-là. Hein. Et encore aujourd'hui, finalement. Hein. C'est-à-dire qu'il y a la machine, la grosse machine hollywoodienne, comme on la connaît tous et toutes, en tout cas de l'extérieur. Et puis, il y a le cinéma indépendant. Alors, ça a changé comme depuis l'époque de Louis Malle, mais enfin, tout de même, New York, c'est quand même encore le centre plutôt culturel, le cinéma, comme on disait jadis, ou naguère, d'art et d'essai, etc., etc. Donc, ce n'est pas par hasard que très tôt, quand même, Louis Malle va s'échapper un peu de Hollywood, et quand il vient aux États-Unis, c'est à New York. Il fréquente pas nécessairement des cinéastes, fréquente des écrivains. Il a une grande amitié avec John Guare, qui est un très grand dramaturge à l'époque, etc., etc. Ouais. Et quand il vient aux États-Unis, est-ce qu'il fait comme l'a fait le cinéma américain pendant la nuit des temps, c'est-à-dire que c'était je sais pas moi qui le dis, hein, et beaucoup de gens l'ont dit avant moi, c'était le seul cinéma au monde qui racontait même les histoires des autres, sur les autres pays. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Est-ce que Louis Malle s'est permis de faire cela, c'est-à-dire quand il arrive aux États-Unis et qu'il a cette partie américaine, il va raconter des histoires américaines, ou alors il raconte des histoires américaines, mais toujours en restant français dans sa manière de mettre en scène. Parce que, alors, est-ce que ça veut dire quelque chose que je dis? Je ne sais pas, mais il est vrai que bon, il y a une manière de filmer, de regarder peut-être, qui sont liées à certaines cultures, à certains pays. Ou alors, quand il est aux États-Unis, ils se font complètement et ils racontent des histoires américaines. Très bonne observation, très bonne question. Encore une fois, pas facile d'y répondre. La manière dont je dirais les choses, c'est que je pense que Louis Malle, finalement, aimait ce statut, non pas un statut apatride, mais un statut ambigu. C'est-à-dire que, précisément, quand il va à New York, New York, justement, par définition, c'est la ville où... Alors oui, on peut se fondre, enfin, c'est le titre d'une nouvelle de Poe, de Man in the Crowd, c'est-à-dire qu'on peut se fondre dans la foule, et Louis Malle aime le fait que, eh ben voilà, on va pas l'arrêter dans la rue, en disant bonjour, Louis Malle, est-ce que je peux avoir l'autographe, etc., etc. C'est une ville qu'il aime parce que c'est the city that never sleeps, n'est-ce pas, comme dans la chanson. Hein, c'est une ville qui ne dort jamais, qui est toujours en ébullition, qui est toujours vibrante, vibrionnante, etc., d'un point de vue culturel, entre autres, etc. Et je pense que Louis Malle aime être ailleurs. Voilà.
Donc il y a d'abord eu la grande découverte de ça, finalement, c'est l'Inde, avec ce qui va donner cette espèce de chef-d'œuvre là aussi, qui est inclassable finalement. Oui, c'est du cinéma documentaire, l'Inde fantôme. Oui, c'est du cinéma documentaire, c'est du cinéma direct, si on veut dire, direct cinéma, comme on dit en anglais, etc., etc. Et en même temps, c'est pas tout à fait ça. C'est un film où il comprend, comme beaucoup d'anthropologues à une époque, que on ne peut pas être l'observateur extérieur, objectif, etc. Ça n'existe pas. Dès qu'on arrive quelque part, dès qu'on est plongé dans un milieu, eh bien, fatalement, en tant qu'agent, qu'élément externe, on va influencer, on va un petit peu déformer ce milieu. Que les gens que l'on rencontre ne vont pas se comporter de la même manière que si on n'était pas là, etc. etc. Et donc, je crois que ça l'a beaucoup marqué d'une certaine manière. Je vous dis ça, je n'avais pas vraiment réfléchi complètement à ça avant, donc c'est en parlant avec vous. Je pense que finalement, ça va le marquer pour tout le reste de sa carrière, et que finalement, c'est ce qu'il recherche et c'est ce qu'il aime. Et donc, il va faire justement toute une série de documentaires assez fascinants aux États-Unis, où il est à la fois l'outsider, l'étranger, le non-américain, etc. Mais justement, il va s'intéresser en grande partie. Mais après tout, ce pays, justement, c'est la marque de fabrique, si je puis dire aussi, de ce pays, les États-Unis. C'est-à-dire que c'est un pays qui continue d'être fabriqué par des immigrants, par des étrangers. Donc la question, oui, ce que je veux dire, la question, qu'est-ce que c'est qu'être un Américain, n'est pas du tout la même question que qu'est-ce que c'est qu'être un Français. Même si évidemment, on sait très bien, toutes ces questions-là sont en évolution, même en France, tout ça bouge, change, oui, mais c'est donc la fameuse notion du melting pot, n'est-ce pas, aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est un creuset où, de tout temps, depuis le départ, c'est l'origine, c'est la genèse de ce pays. Et donc, bien sûr, Louis Malle, qui est très intelligent, très éduqué, etc., sait, comprend, connaît tout ça. Et donc, c'est à ça qu'il va s'intéresser. Il va aller dans des petites communautés et justement, il va pas faire un documentaire sur New York. Il va aller au contraire dans le Midwest. Il va aller dans le Minnesota, par exemple, et aller voir une petite communauté comme ça, qui justement paraît une communauté assez inintéressante, plutôt banale, plutôt conservatrice, etc. Mais c'est justement ça qui va l'intéresser. Sans avoir une position de surplomb. Ni une position de surplomb, ni faire semblant que il va se fondre, il fait partie de cette communauté, il peut faire semblant. Non, 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 non. Il est là, et ça c'est la marque de fabrique justement là aussi du cinéma documentaire ou de fiction, et qui a beaucoup gêné, je crois, de Louis Malle. Il n'y a pas de jugement, et surtout pas de jugement moral. C'est ce qui choque aujourd'hui. La petite, le Pretty Baby, sur les bordels à la Nouvelle-Orléans, avant qu'ils ferment, au début du XXe siècle, autour de 1917, dans un quartier très connu ce qu'on appelle le Red Light District de la Nouvelle-Orléans, eh bien, il va tourner sur des... Et oui, ce sont des sujets dérangeants. L'inceste dans Le Souffle-Cœur, et oui, il n'y a pas de jugement. Et oui, il peut tourner ça à la dernière minute en quelque chose à la fois de très émouvant, de très touchant et de burlesque aussi, à la toute fin du film. Mais Le Souffle-Cœur, par exemple, je me souviens, pardonnez-moi de vous avoir interrompu, mais juste, non, c'est un plaisir. Le Souffle-Cœur, la première fois que je vois ce film, je me souviens très très bien, j'en avais entendu parler. Je savais que c'était un film sur... Mais finalement, ce n'est pas un film sur l'inceste, parce que quand on voit le film, c'est quelque chose qui arrive effectivement, mais encore, mais je veux dire, voilà, le film est différent, c'est autre chose. Et c'est peut-être ça aussi qui, à mon avis, peut-être a pu dérouter, c'est que les gens ont dû se dire, mais où est-ce qu'il veut nous emmener? Pourquoi à un moment il ne prend pas position, même dans sa mise en scène? Et peut-être c'est ce qui rend. Vous parliez d'un ailleurs, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui adore aller vers l'ailleurs, mais là, je vais vous faire un peu de psychologie de bazar, j'en suis désolé, mais le premier film qu'il ait fait, et d'ailleurs il a été récompensé, c'est aussi peut-être ça qui a fait que c'est un cinéaste qui a été mis à part. C'est Le Monde du silence avec Cousteau, et c'est la Palme d'Or. Est-ce que maintenant, avec le recul, je crois connaître la réponse, mais j'aimerais bien vous entendre, avec le recul, est-ce que
c'est évident qu'il ait fait Le Monde du Silence. C'était évident qu'il fasse un film comme ça. Alors, évident, je ne sais pas, mais c'est symptomatique. Voilà comment Ouais. je vois les choses. C'est tout à fait ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est un jeune garçon à qui tout réussit, Sciences Po et puis l'IDEC. Voilà, enfin, et à chaque fois, il s'échappe. Hein, c'est-à-dire que c'est aussi un de ces hommes, de ces jeunes hommes gâtés par la vie et qui s'ennuie très vite. Et déjà très tôt, il a déjà pas tout vu, mais il a déjà vu beaucoup de choses. Il comprend les choses très vite, il fait le tour des choses très vite. Et donc, s'il reste dans la même situation, il s'ennuie très vite. Alors, c'est peut-être quelque chose, moi aussi, ça résonne plus ou moins, bien sûr, avec les spectateurs, etc., etc. Mais, et donc, voilà. Donc, c'est quelqu'un, l'IDEC, il ne connaît pas Cousteau, il n'est jamais allé dans ces îles lointaines, etc. Bon, bien. Il n'a jamais navigué. Mais cette occasion se présente quand il est à l'IDEC où il s'ennuie déjà. Il s'ennuie à l'IDEC, il le dit, il l'écrit à sa mère, etc. Voilà, il trouve que c'est trop sur des choses techniques. Même chose, la technique, il comprend ça tout de suite. Il maîtrise ça tout de suite. Bon, ben voilà, il maîtrise la technique, maintenant il faut passer à autre chose. Les cours, il s'ennuie un peu. Et donc voilà, Cousteau arrive et dit, bah, il y a quelqu'un, ou plutôt Cousteau demande, je pense, au responsable de l'IDEC de l'époque, bah, est-ce que vous auriez, parmi vos jeunes élèves, vous auriez quelqu'un qui sait nager, qui sait plonger et qui connaît bien la technique. Voilà. Et alors, bon, évidemment, Louis Malle, à l'époque, est aussi athlétique comme jeune homme, etc. Mais c'est pas vraiment plongé. Il n'a pas vraiment d'expérience, mais non pas qu'il y va à l'esbrouffe, mais c'est simplement que c'est une perche qu'on lui tend, il l'a saisi tout de suite. Parce qu'il comprend que ça va être une aventure, il va découvrir des choses et il va aller ailleurs, justement. Et donc, tous ces films, c'est toujours, il n'est jamais là où on l'attend. C'est toujours un pas de côté, toujours un pas de côté pour ne pas être dans le sillon. Voilà. Même si, bien évidemment, c'est un vrai auteur, c'est une vraie œuvre, c'est un vrai artiste. Donc, bien sûr qu'on trouve comment dirais-je, peut-être pas des massifs, mais des niveaux de cohérence, des thématiques qui reviennent tout le temps, bien sûr. Mais en même temps, on peut être trompé par cet aspect un peu déroutant qui est que, mais c'est jamais tout à fait le même film, il va toujours ailleurs, etc., etc. Alors, je rappelle quand même que ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est ça, Louis Malle dans tous ses états, c'est édité chez Impressions de l'Ouest, c'est un ouvrage collectif. Et d'ailleurs, avant qu'on parle de la structure du livre, je devais vous poser cette question au tout début, mais bon, vous savez, c'est pas grave, c'est comme ça. On y a répondu, je crois, non? On y a Non, répondu. non, je voulais savoir, non, on y a répondu, mais en fait, il y avait une question que je devais vous poser avant tout ça, c'était juste ça, non, c'est moi qui m'en excuse, c'était juste savoir quel a été votre premier Louis Malle, à quel âge vous l'aviez vu, ce premier Louis Malle, est-ce que c'était la période américaine, la période avant, période nouvelle vague, vous avez 60, ça a été quoi, et est-ce que tout de suite, quelque chose vous a relié, vous a lié à ce cinéaste? Là aussi, question vraiment intéressante et qui, là, finalement, me désarçonne un peu et à laquelle je n'avais pas tout à fait réfléchi. Parce que justement, c'est l'un de ces cinéastes où j'aurais du mal à dire ah oui, je me souviens. Alors, par exemple, Wes Anderson le dit dans sa postface. Et c'est vrai qu'il y a d'autres cinéastes pour lesquels, oui, je peux tout à fait identifier. Mais, ah oui, voilà le film premier, c'est celui-là qui m'a beaucoup frappé, etc., etc. Avec Louis Malle, finalement, je ne suis pas très sûr de à quel âge j'ai vu le premier Louis Malle. Je dirais comme ça, je pense que c'est Ascenseur pour l'échafaud, mais je ne suis pas tout à fait certain. Je suis pas tout à fait certain. C'est justement un de ces cinéastes, et peut-être que justement là, ça rejoint ce que l'on disait. Peut-être que c'est l'un de ces cinéastes dans lesquels on entre, enfin l'une de ces œuvres dans lesquelles on n'entre pas par une sorte de coup de foudre, d'illumination absolue comme ça, pour un film ou pour voilà. Je ne sais pas, hein, chacun est différent aussi, mais en tout cas, dans mon cas, non, ça a été justement, et c'est ça, et ça j'aime bien aussi, c'est-à-dire que ça a été aussi un apprentissage, cette œuvre pour moi. C'est-à-dire que de même que, par exemple, on pourrait dire que le souffle au cœur, c'est finalement l'équivalent d'un roman d'apprentissage. De manière peut-être même très classique, vous voyez, comme il y a eu de grands romans d'apprentissage dans le passé, dans les siècles passés même, en littérature. Peut-être que, alors comment dire en anglais, il y a une learning curve, c'est-à-dire qu'il y a une courbe, il faut peut-être que ça s'apprend finalement, le cinéma de Louis Malle, que peut-être que
Alors si, quand on voit l'Inde fantôme, par exemple, pour la première fois, là, je crois qu'on est, enfin, moi, dans mon cas, oui, là, on est tout à fait frappé là, par un film comme ça. Euh, mais, vous voyez, effectivement, j'ai pas été frappé par les premiers films de Louis Malle comme j'ai pu être frappé par les films de Godard, où je me dis à bout de souffle, voilà, Ouais. j'ai jamais vu un film comme ça, etc., quand j'étais jeune, très jeune. Voilà, donc, bon, c'est pas tout à fait une réponse que je vous fais, Ah mais... si, 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 ah si, 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 Ouais, si, si, ça c'en est ouais, une. ouais. C'en est une. Comment vous avez conçu la structure de ce livre? Donc, je rappelle qu'elle est divisée. Donc, il y a un avant-propos de Volker Schlondorf, cinéaste allemand et qui a été aussi assistant réalisateur de C'est ça. demi-douzaine de films de Louis Malle, si je me trompe pas, et qui ensuite, Oui, après Louis Malle, a produit ses films, et puis c'est ça. Schlondorf a coproduit aussi la partie allemande. Puis, alors, il y a études transversales, ensuite études monographiques, ça c'est la deuxième grosse partie, et puis il y a ce scénario inédit dont vous parliez, et puis voilà, et puis aussi à la postale de West. Comment vous avez travaillé cette structure, petit 1 et petit 2, est-ce que vous aviez déjà en tête les contributeurs et contributrices, enfin les collègues qui allaient vous accompagner dans la rédaction de cet ouvrage? Alors, juste un mot, juste avant de répondre aux questions, il y a aussi un petit entretien avec Susan Sarandon. Hein, Oui, pardon. Oui, oui, voilà. effectivement. Excusez-moi. C'est parce que c'est dans le. Oui, en fait, comme c'est dans les études monographiques, j'aurais dû C'est ça. effectivement. C'est le témoignage, voilà. C'est vrai, Voilà. effectivement. En fait, c'est un peu une erreur. J'aurais préféré que dans le sommaire, ça soit un peu plus séparé, mais enfin, et c'est pour ça que. Non, mais vous avez raison. Vous avez Oui, raison de le voilà. préciser. Alors, ce qui concerne la structure du livre, alors d'abord, j'avais fait il y a maintenant 7 ans, c'était en 2015, je crois, j'avais fait un colloque en anglais ici à l'Université de Pennsylvanie autour de Louis Malle, voilà, autour de l'œuvre de Louis Malle. Donc, bien sûr, c'est un colloque. Alors, il y avait sur une journée et demie, si je me souviens bien, 2 jours. Donc, bien sûr, là, ça a été beaucoup étoffé, mais en tout cas, j'ai repris la plupart, je crois, presque même peut-être l'intégralité des contributions de l'époque. Alors, bien sûr, moi, par exemple, dans mon carrière universitaire, mais je vais pas, là, je vais écourter, mais je n'aime pas tellement faire, je l'ai fait parce qu'il faut le faire, mais les actes de colloque, vous voyez, c'est-à-dire que je voulais, à partir de ce colloque initial, je voulais vraiment concevoir un vrai livre, voilà, pas simplement publier les actes de ce colloque. Et donc, la conception s'est faite, donc, premier point. Deuxième point, je voulais, puisque, bon, on rappelle quand même au passage, c'est-à-dire que, ce que je disais au tout début de notre entretien, il y a vraiment une carence me semble-t-il, dans les livres sur Louis Malle. C'est-à-dire qu'il y a eu très peu de livres, notamment en français. À la limite, il y a un petit peu plus de choses en langue anglaise, par exemple. Euh, mais en français notamment, il n'y a rien ou quasiment rien de récent. Donc du coup, puisque les quelques monographies qu'il y a pu y avoir par le passé sur Louis Malle, du coup, ne couvraient pas l'intégralité de l'œuvre en plus. Bien. Donc voilà, sans vouloir être trop comment dirais-je, trop ambitieux ou trop prétentieux, l'idée quand même, c'était de faire, excusez-moi du terme, mais un peu une somme quand même, si possible, de faire une somme, un ouvrage de référence, c'est-à-dire parce que, non pas par prétention, mais parce qu'il me semblait qu'il y avait vraiment une carence là, de ce point de vue-là. Donc après, se pose la question, à partir du moment où on veut faire un livre qui porte sur l'ensemble de l'œuvre, je me suis justement dit que ça serait mieux quand même que de demander à un panel, si vous voulez, d'intervenants, de spécialistes, et parfois de non-spécialistes. Je voulais ça aussi, des gens qui finalement, avant, n'avaient pas vraiment écrit ou travaillé sur l'œuvre de Louis Malle et qui allaient justement apporter un angle différent. Ensuite, la bipartition du livre, de la structure du livre, s'est mise en place comme ça, c'est-à-dire que je voulais, pour la variété, la diversité des choses, je voulais à la fois qu'il y ait des contributions, des études plus thématiques, donc ce que j'ai appelé transversales ou traversières, c'est-à-dire qui à partir d'un thème, d'une idée, d'une notion, que ce soit la musique, le jazz en particulier, qui a été très important pour Louis Malle, dans la vie de Louis Malle, mais aussi dans l'œuvre de Louis Malle, dans certains films, bien sûr, à commencer par l'ascenseur pour l'échafaud, mais dans d'autres aussi, dans Souffleteur, dans Milou en mai, etc. Dans la petite aussi. Bien évidemment, bien sûr, etc.
Ou alors plutôt sur. Alors j'oublie un peu maintenant les. J'ai même pas le livre avec moi, mais enfin, c'est apparent dans la table des matières. Et puis je voulais aussi qu'il y ait quand même des études plus précises sur des films plus précis. Alors, dans la partie monographique, évidemment, l'œuvre de Louis Malle est trop riche. Je n'ai pas pu inclure des études monographiques sur chaque film. Donc là, après, comment dirais-je, c'est un mélange de choix personnels en partie subjectifs, etc. Et puis parfois aussi, c'était compliqué. Je vous le cache pas, par exemple, c'est vrai que euh, pour certains films, par exemple Pretty Baby, si vous me permettez l'expression, un certain nombre de mes collègues, notamment aux États-Unis, notamment américains, c'est trop casse-gueule, si vous voulez. C'est incroyable ça, ce que vous dites, Ouais. hein, quand même. C'est incroyable. Écoutez, je vous fais une confidence. En réalité, j'ai eu un texte sur Pretty Baby. Ça m'arrive très, très peu souvent. J'ai dû le refuser. Parce que c'était un texte d'une jeune collègue, voilà, aux États-Unis, etc. Et qui vraiment non, c'était, voilà, qui était un procès à charge, si vous voulez, à la fois du film et de Louis Malle, et voilà, avec un parti pris là qui me semblait vraiment, vraiment trop. Enfin bon, bref, je passe. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que ça me rappelle certaines personnes qui. Alors là, je vais passer vraiment, je vais aller ailleurs, hein. Je vais en Italie, Pasolini, Salo, les 120 joints de Sodome, et certains qui ne connaissent pas bien forcément l'œuvre littéraire et filmique de Pasolini et théâtrale disent souvent, mais c'est l'œuvre d'un cinéaste un peu particulier, bizarre, torturé, alors que ça n'est pas du tout ça. Mais et dans la petite, on a l'impression que oui, ça pourrait. Moi, j'avais compris effectivement que c'était comme s'il cautionnait la pédophilie, voilà. En fait, et pas du tout. C'est pas du tout ça. Mais aujourd'hui, pour certains et certaines, bon, je comprends. Il y a une doxa, une idéologie qui fait que. Mais justement, si ce n'est pas une critique absolue de ce qui se passait dans ces bordels au début du XXe siècle, etc., alors finalement, on cautionne. Voilà. Bon, c'est un point de vue, bien sûr, possible, mais voilà. Mais bon, enfin voilà. Donc tout ça, revenons à la structure du livre. Donc voilà, je voulais qu'il y ait vraiment ces deux pans, ces deux volets là, pour qu'on ait justement des angles d'attaque un peu différents. Bon. Donc, vous voyez qu'on change la focale, si vous voulez. Et je voulais absolument, non, ça je ne voulais pas au départ. Je voudrais quand même le signaler au passage. Ça, c'est grâce quand même à l'amitié, la complicité que j'ai eue avec Justine Malle, donc la fille de Louis Malle et de Alexandra Stewart, et qui a été vraiment très investie dans ce projet, et sans laquelle vraiment, en tout cas, je ne dis pas que le livre n'aurait pas pu se faire, mais il n'aurait pas pu se faire sous cette forme-là. Et donc, c'est par son entremise que un certain nombre de choses ont pu être possibles. Voilà, donc, je voulais mentionner ça au passage et lui rendre hommage au passage, mais je le fais aussi dans le livre. Mais donc voilà, il s'est trouvé que là aussi, Volker Schlondorf et Wes Anderson ont été d'une très grande générosité, et donc voilà, ont accepté de témoigner, et donc ça a été formidable. Susan Sarandon a aussi accepté de faire un autre type de témoignage, mais qui est un peu, non pas brut de décoffrage, mais c'est ça que j'ai aimé aussi, c'est-à-dire que en disant clairement les choses et en ne cachant pas des blessures de la vie aussi, c'est comme ça. La séparation avec Louis Malle, je crois, ça a été un des grands hommes, ou peut-être le grand homme de sa vie, et la séparation a été douloureuse, etc. Et Susan, qui est une femme très intelligente, en plus d'être une magnifique actrice, a été très impliquée aussi dans le travail, à une époque, dans le travail, dans les films de Louis Malle, etc. Dans la direction, je crois, d'acteur aussi, si j'ai bien compris le texte, elle l'aidait beaucoup aussi là-dessus. Notamment sur Pretty Baby, puisque bien sûr, il y a Brooke Shields, qui est quand même très jeune à l'époque, etc., avec une mère un peu particulière. Et donc, c'est vrai que Susan, son rôle a été, outre, bien sûr, enfin,
elle est absolument formidable dans le film en tant qu'actrice elle-même, mais a été aussi une sorte comme ça, de tampon ou de justice de paix. Enfin, on va essayer de, voilà, un petit peu et de protéger aussi un peu Brooke Shields sur le plateau, etc. etc. Voilà. Et puis ensuite, dans Hotline Excellé, on n'a pas mentionné ce film-là aussi, qui est quand même sans doute l'un des grands films de fiction de Louis Malle aux États-Unis. Là aussi, ça a été compliqué avec Burt Lancaster, qui était une grande gloire hollywoodienne, donc difficile à gérer sur la fin de sa carrière, etc., etc. Mais du coup, il a un rôle tout à fait formidable. Voilà, je voulais aussi, peut-être, puisque on va peut-être bientôt finir l'entretien, je voulais aussi mentionner ça aussi. Pour moi, je voulais aussi dire que, pour moi, lorsque on a un cinéaste qui a offert à Belmondo Le Voleur. Bon, il se trouve que c'est moi qui... J'allais vous poser la question, j'allais vous dire, mais pourquoi vous avez choisi Le Voleur? Parce que dans les études monographiques, le film que vous choisissez, c'est Le Voleur, et j'allais vous demander pourquoi Le Voleur. Alors, j'y reviens vraiment dans une seconde, Ah ouais, mais ça m'intéresse. Mais moi, dans une seconde, mais je voulais juste mentionner que, par exemple, à mon sens, alors on peut en discuter, mais en tout cas, je pense que Le Voleur, à mon sens, est le plus grand film, en tant qu'acteur, je veux dire, de Belmondo, ou en tout cas l'un des plus grands films de Belmondo en tant qu'acteur. Je pense que Le Feu Follet est l'un des plus grands rôles de la carrière, et Dieu sait s'il en a eu des grands rôles, de Maurice Ronet. Vous voyez, je pense que Hotline Excellé, Pretty Baby, la petite, sont parmi les plus grands rôles de la carrière de Susan Sarandon, et on pourrait continuer. Ça, à mon avis, c'est la griffe d'un très très grand cinéaste. Alors, pour revenir au Voleur, mais justement, un peu aussi parce que c'est un film sans doute qui est presque complètement oublié dans la carrière de Louis Malle, qui est un film soit oublié, soit qui a été mal compris, finalement, parce que qui semble trop évident, trop transparent, trop classique dans sa narration et dans sa forme. Mais justement, là aussi, c'est parce que c'est trompeusement. C'est un film qui a été très travaillé, c'est ce que j'essaie de montrer dans ma contribution. Je me suis plongé dans les archives de la BIFI, et là, on a tous les états. Donc, bien sûr, on revient au titre. Louis Malle, dans tous ses états, c'est un petit peu ça. Hein. C'est-à-dire essayer de montrer les différentes facettes, finalement, et la complexité d'un personnage, d'un artiste, et surtout, bien sûr, de son œuvre. Voilà. Et je pense que Louis Malle est un de ces cinéastes que, hélas, on a trop souvent résumé à un ou deux films, qu'on a trop souvent enfermé dans une image, comment dirais-je, le cinéaste. Alors voilà, c'est pas un cinéaste engagé, mais c'est plutôt le cinéaste provocateur. Finalement, alors qu'ils semblent tout à fait différents, ils sont très différents. Je pense comme ça à un cinéaste comme Bertrand Blier, qui lui aussi était trop enfermé dans cette image, voilà, hein, du cinéaste, voilà, qui veut mettre les pieds dans le plat. Mais qui est réhabilité, qui a fini par être réhabilité par une nouvelle génération, Bertrand Blier. Exactement. Et il y a notre ami Vincent Roussel qui avait écrit un livre d'ailleurs sur Blier, édité chez Marest. Voilà, il y a des choses qui se... Même si ça reste compliqué d'un point de vue idéologique, parce que, alors, par exemple, vous voyez, mais bon, je m'arrête ici, mais les valseuses, alors vous voyez, l'évolution, c'est, il y a encore 5 ans, donc pendant au moins 5-10 ans, jusqu'à il y a à peu près 5 ans, enfin 5-7 ans, c'était l'un des films phares quand moi j'enseignais, j'enseigne toujours, mais des cours sur le cinéma français, et c'est un film que je ne peux absolument plus enseigner aux États-Unis, c'est impossible. Pardonnez-moi cette indiscrétion, c'est qu'on vous a demandé de ne plus le faire, ou c'est vous qui vous êtes dit ça va être... On me l'a pas demandé explicitement, on me l'a pas demandé, c'est-à-dire que l'administration de l'université, etc., ne s'en est pas mêlée, mais s'en est pas mêlée parce que j'ai arrêté ça avant. J'ai compris que non, justement, maintenant aux États-Unis, ça vient des étudiants. Les étudiants et les étudiantes ne veulent plus voir ces films. Eh oui, c'est ça. Oui, c'est ça qui est... Bon, voilà, par contre. D'ailleurs, une petite curiosité, Les Valseuses en anglais, ça se dit comment, le titre anglais du film? Alors, bonne question, mais j'oublie un peu. Je crois que... Mais bien sûr, c'est pas du tout traduit. D'accord, voilà. Mais c'est une bonne question. Mais je veux pas dire une bêtise, là. Mais peut-être que c'est Trading Places, c'est-à-dire... qui serait difficile à traduire dans l'autre sens en français, c'est-à-dire...
échanger les rôles, échanger de place, échanger les. Ce qui n'a pas grand-chose à voir avec le titre Non, ah non, très, ça n'a rien à voir très avec ça. argotique du film. Bon, il y a un milliard de choses encore à dire sur Louis Malle et je vous invite en tout cas à vous procurer comme l'a très bien dit Philippette, et il le dit avec ambition et non mais en tout cas, voilà, c'est Louis Malle dans tous ses états. C'est un livre important, c'est un ouvrage collectif. Il y a pas mal de contributeurs, des personnes déjà qui sont déjà venues sur la chaîne, comme Sébastien Ronget, Pauline Gage, etc. C'était vraiment passionnant. C'était passionnant de vous écouter et le livre est encore disponible. Je vous invite à vous le procurer et il va se passer encore plein de choses concernant Louis Malle cette année. Je le sens en France. Donc voilà. Notamment, si je peux juste dire un dernier mot. Je vous en prie. Notamment, alors je ne sais pas si j'y serai, bon, c'est encore un peu en pourparlers, mais au Festival Lumière à Lyon, il va y avoir une grande rétrospective Louis Malle. Alors évidemment, c'est fait pour les films, c'est pas tellement fait pour les livres, donc je ne sais pas si moi j'y serai avec le livre pour faire des signatures ou pour parler un peu du livre. J'espère que ça pourra se faire, mais ça semble un peu compliqué. Mais en tout cas, Justine Malle sera là je crois, pour présenter quelques-uns des films. Donc il y aura une rétrospective. Je ne sais plus combien, est-ce que c'est une dizaine de films? Je ne sais plus. Et ça, c'est parce que un certain nombre de films vont aussi ressortir en salle en version restaurée 4K à partir de novembre, voilà, justement. Voilà, c'est donc, ça. Je crois qu'il y a un moment, il y a d'autres petites choses qui sortent aussi, de livres qui sortent sur Louis Malle. Donc, il y a un petit moment, je crois, Louis Malle. Voilà, donc ça, je suis content qu'il soit un peu réhabilité. Voilà. Voilà, et cette restauration dont vous évoquez, c'est organisé par nos amis de Malavida Film. Mais ça, je sais qu'on en reparlera sur la chaîne, c'est sûr et certain. Merci beaucoup, Philippe, en tout cas, d'avoir été patient et qu'on ait fait cette émission. C'était vraiment un plaisir. Merci, de même, plaisir partagé, et à bientôt, et merci encore à vous. À très vite, générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my